Parfait, je crois qu'on peut commencer. Bienvenue à tous, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Nous, nous avons l'interprétation simultanée pour cette réunion. Donc, si vous voulez l'interprétation vers le français, portugais ou l'espagnol, s'il vous plaît, cliquez sur le petit globe en bas de votre écran et choisissez votre langue de préférence. Je suis Jenny Miller, je suis la directrice exécutive de Global Climate Health Alliance. Et c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui et pour cette opportunité, pouvoir partager avec vous le quatrième rapport du berceau à la tombe, le fardeau sanitaire des combustibles fossiles, impératif d'une transition juste. Dave Walsh, notre officier de presse, va partager un lien vers la les nouvelles pour la presse et la présentation. Pour votre information, nous allons enregistrer cette présentation et la partager. Le but de cette réunion aujourd'hui est de vous présenter un bref résumé du rapport et le résumé et les trouvailles, les principales conclusions du document. Vous allez voir que moi-même et deux autres collègues ont développé ce matériel. Nous aurons une présentation de plus ou moins 30 minutes. La session complète est près de 40 minutes. Nous avons donc 10 minutes pour le Q&A, questions-réponses. Si vous avez des questions additionnelles, nous pouvons rester un peu plus longtemps aussi. Prochaine diapo. Donc pourquoi ce rapport et pourquoi maintenant? Les émissions mondiales de CO2 ont atteint un niveau record l'année dernière, une augmentation de 0,8% par rapport à l'année d'avant. Et apparemment, ça n'a pas l'air énormément, mais sur le total mondial, nous devrions être en train de diminuer et pas d'augmenter au niveau mondial. C'est bien l'inverse. Et dans la communauté de santé et ceux qui travaillons avec la santé publique, nous voyons ce qui se passe avec nos patients dans la communauté, mais beaucoup de ces vraiment préjudices ne sont pas largement reconnus parce que nous n'avons pas à voir la vision complète de l'échelle à laquelle c'est en train de faire. Et d'une certaine manière, il y a un manque de preuves et il y a des liens qui sont manquants entre les dégâts et les raisons d'être, hein. Et le Global Climate and Health Alliance, l'Alliance mondiale pour le climat et la santé, est une organisation c'est un groupe de plus de 200 organisations et partenaires et nous représentons près de 46 millions de professionnels de la santé du monde entier, de plus de 125 pays. Et nous venons d'un point de vue où la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas uniquement en une absence de maladie. Et vraiment, nos relations est vraiment résumée dans ces lignes. Et c'est un peu l'idée de ce rapport aussi. Prochaine diapo. Donc, qu'est-ce que nous avons cherché à faire avec ce rapport du berceau à la tombe? Nous voulions donc mettre en évidence quelles sont les toxines et les polluants qui sont produits à chacune des étapes de la production des combustibles, que ce soit le cycle de vie des combustibles et tout le processus et aussi l'élimination de ces combustibles fossiles. Et aussi, nous voulions chercher à comprendre comment le corps humain est le plus affecté par la pollution due au combustible fil. Et finalement, nous voulions voir comment ces risques se cumulent et quelles sont les communautés et les populations les plus affectées, les plus vulnérables. Et donc, ce que ce rapport vraiment arrive à mettre sur la table, ce qu'il apporte à tous, c'est qu'il prend en compte toutes ces informations et cherche de prendre tout le cycle de vie des combustibles fossiles. Ça prend en compte chaque étape de la vie humaine, donc avant la naissance jusqu'à la vieillesse. Et aussi, ça prend en compte tout l'ensemble du corps humain et tout le système, pas uniquement le système respiratoire. De plus, ça adopte une approche intégrée de la santé et voir donc comment se cumulent tous ces problèmes.
Et ce que nous avons fait, c'est de pas créer de nouvelles évidences. Ce que nous avons fait, c'est de prendre en compte tous les corps de connaissances existants et et de le voir par rapport à des témoignages et une analyse de ces épreuves, études de cas et témoignages pour essayer de comprendre plus clairement, grâce à des experts, comment ces actions ont un effet. Et pour nous assurer que nous ayons fait d'une manière correcte, nous avons fait que ce rapport a été révisé par 15 experts issus du domaine de la médecine, de la santé publique, toxicologie, du droit, politique publique et du climat. Et donc maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Jane Poole qui va nous parler un peu des principales conclusions. Merci beaucoup. Donc, en prenant en compte tous les documents qui existent, et qui sont en train d'affecter la santé d'une manière négative, qui ont un impact négatif sur la santé à chaque étape de leur cycle, de l'extraction à l'élimination, et donc en prenant en compte toutes les différentes étapes. Si nous regardons depuis le début de l'extraction, par exemple, quelles sont les maladies, par exemple, qui affectent, les mineurs de charbon et comment ça affectait les maladies de poumons. Donc les communautés, de mineurs voient beaucoup de problèmes d'asthme, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes, de cancer du poumon. Pour ceux qui sont près des sites de pétrole ou de gaz ont des maladies similaires, hein. Et donc lorsqu'on regarde, les aussi les naissances des enfants de et les morts d'enfants très souvent vivent plus, de double le de leucémie aussi pour les enfants qui vivent proches de ces zones. Et c'est parfois c'est vraiment des situations où les gens n'ont pas vraiment de contrôle. Les gens font le mieux possible pour créer une famille, saine, et vous avez une entreprise, de combustible fibre qui commence à créer des situations où la santé, est affectée. Et une fois qu'ils ils utilisent des pipelines pour le transport. Entre 2020 et 23, nous avons une estimation de fuite pour toutes les 40 heures, aux États-Unis seulement. Et ça, il y a des causes de possibles explosions ou c'est en train de contaminer toutes les voies d'eau. Et Et lorsque nous développons des différentes, situations où ils vivent, par exemple, s'ils vivent dans une zone qui est affectée par une de ces industries, on peut voir qu'après 9 ans, 9 ans déjà, on voit des effets très marqués. Et donc tout au long de ce processus de transport, nous voyons ces risques, et nous savons que les combustibles, fossiles sont mauvais pour notre santé, ça c'est mais nous devons comprendre aussi que ça affecte aussi, les enfants. Il y a plus d'enfants avec, de l'asthme ou avec des problèmes, neurologiques, mais c'est aussi mauvais pour les adultes, hein. Et ça affecte d'une manière plus intense, les personnes adultes pour qui développent des diabètes, ou Parkinson. Et donc, dans différents lieux, lorsque les usines de charbon, se ferment, nous voyons une diminution, très rapide de morts infantiles, ou d'autres, et nous voyons donc, lorsque cette usine de combustible fibre, nous voyons lorsqu'elle est fermée, nous voyons clairement, comment est affecté, les toxines issues des combustibles fibres peuvent venir à toutes les parties de notre corps. Donc, les produits chimiques, comme, le plomb, le mercure et d'autres, produits chimiques, restent et s'intègrent dans les sols, dans l'eau, dans toute la chaîne alimentaire.
et même lorsqu'il ferme, il continue à rester tout au long. Et, et c'est vraiment très, très dur de mesurer l'effet des combustibles fibres parce que les pires choses peuvent prendre un certain temps à se développer. Vous pouvez être exposé à un combustible fossile que pendant votre enfance et vous déménagez, mais vous voyez le développement peut-être 20 ans après et vous développez un cancer qui est connecté à ça. Mais comme les risques ne sont pas immédiats, c'est très dur de mesurer. Comme vous savez que vous êtes affecté, mais c'est vraiment très dur de voir l'effet total à moins de faire un suivi complet tout le long de votre vie. Et que ce soit donc parce que vous vivez près d'une zone de production, ça va affecter par rapport au déplacement de ces combustibles fibres et ça affecte les poumons qui sont nécessaires pour vivre évidemment et aussi tout au long de ce rapport, vous allez voir des évidences de cancer. Et plus évidemment ceux des poumons, mais de la bouche, des reins et d'autres qui sont affectés par différentes phases de la production de combustible, de l'extraction et l'utilisation des combustibles fuel qui sont en train de produire le cancer. Vous pouvez voir aussi comment ça change l'ADN aussi, qui, qui montre aussi les mécanismes, comment si l'exposition, ça altère l'ADN. C'est une des manières aussi qui peut peut-être causer un cancer plus tard à travers l'exposition. euh, nous voyons donc les résultats. Et aussi, je voudrais souligner aussi d'être aussi plus à risque, c'est pour la phase prénatale, encore une fois, les parents qui font tout ce qu'ils veulent, par exemple, par rapport à la pollution qui affecte toutes les étapes de la vie, le développement fœtal à la vieillesse, et l'endroit où elles ont vécu aussi peut avoir des effets liés à l'asthme, les lésions pulmonaires, les cancers infantiles et en particulier la leucémie. Et nous voyons la leucémie tout au long, depuis les enfants exposés à l'extraction, exposés au gaz ou au transport. Vous voyez l'augmentation de la leucémie. Les enfants dans l'étape prénatale et comme nos corps sont en train de grandir, nous voyons cette exposition parce que nos corps sont en train de se développer. Nous voyons des problèmes dans le développement et une augmentation de risque que quelque chose va mal se passer. Et même lorsque nous arrivons à un certain âge et nous approchons de la vieillesse, il y a aussi quelque chose qui affecte et nous amène à à un développement de la démence aussi. Et l'adolescence est vraiment une période clé pour le développement où c'est très clair où il y a un impact dans l'adolescence. Il n'y a pas autant de données sur les gens plus âgés, mais encore une fois, nous sommes en train de payer, de notre payer pour cette pollution à travers les systèmes de santé, aussi pour nous affectons les personnes, les familles de ces personnes qui sont malades, et aussi les gens payent finalement avec leur vie. Désolé. Merci beaucoup, Jen, pour nous parler des toxiques et comment ça affecte le corps humain. Voici une partie du dommage que nous avons documenté dans ce rapport. Mais il faut être très clair que nous sommes tous affectés d'une certaine manière par le changement climatique et la crise. 99 personnes 99% des personnes cette planète ont respiré de l'air pollué. Mais ça affecte bien plus important les communautés les plus qui sont qui ont dans les pays en développement
très souvent, ces lieux de production sont normalement installés dans des zones plus marginalisées, que ce soit aux États-Unis, où les Africains-Américains ou Hispaniques sont les plus affectés, ou en Inde, vous voyez, dans les classes les plus basses, sont ceux qui vont vivre plus près de ces zones de danger. C'est quelque chose que nous voyons d'une manière consistante dans le monde entier. Nous avons, dans ce rapport aussi, additionnellement aux toxines, nous avons regardé le modèle social et économique d'industrie des combustibles fossiles et les effets néfastes très concrets et lorsqu'on a dans la réflexion, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, mais aussi votre bien-être physique, social. Et nous avons analysé l'impact de l'industrie, le déplacement et violation des droits humains. Nous avons de nombreux projets liés aux combustibles fossiles qui ont déplacé des communautés autochtones, entraînant des conflits fonciers et de fréquentes violations des droits humains et ces indicateurs très importants. Pareil, nous avons la corruption et la gouvernance défaillante et beaucoup de cas documentés où l'industrie des combustibles fossiles influence souvent les gouvernements, ce qui entraîne la corruption, la migration, l'exploitation environnementale et du travail laxiste avec la désinformation, mais nous voyons cette désinformation de combustibles fossiles un peu partout dans le monde et beaucoup de cas aussi. Nous avons les cas aux États-Unis, évidemment, qui ont été recherchés par le Congrès des États-Unis, mais dans d'autres pays du monde entier, comme le Mozambique et beaucoup d'autres pays du monde, où les communautés ont cherché à s'opposer à ces infrastructures de combustibles fossiles. Et la raison pour laquelle nous documentons tous ces dommages, c'est pour montrer les projets et les perturbations sociales et économiques des grands projets liés aux énergies fossiles qui entraînent des dommages socio-économiques. Nous voyons très souvent dans les différents cas des promesses de travail qui finalement amènent vers la toxicomanie, violence, instabilité, le trafic, des accidents, crise de santé, l'emploi sexuel, très souvent des femmes. Et nous voyons des communautés qui ont des communautés, entre autres les communautés autochtones des États-Unis, où il y a eu une augmentation d'utilisation sexuelle des femmes. Et nous avons des indicateurs du dommage social causé par ces supposés bénéfices économiques. Prochaine diapo. Et donc voici quelque chose que nous avons capturé dans notre rapport qui c'est quelque chose dans les dernières 2 décennies, nous avons vu une augmentation que les que le changement pas seulement ont créé les effets du changement climatique dus à notre dépendance aux combustibles fossiles, qui endommagent à leur tour les installations liées à ces combustibles, ce qui entraîne des conséquences supplémentaires sur la santé. Et voici 20 ans après l'ouragan Katrina en Louisiane, et nous voyons destruction des communautés et de services, mais aussi les marées noires provenant des raffineries voisines qui ont aggravé les dégâts causés par le vent et les inondations. Ils ont vu beaucoup d'autres marées noires durant les cyclones et les inondations dans le sud-est asiatique. Et nous avons aussi vu que ce soit des risques liés au déversement à la pollution, des sites d'exploitation des combustibles fossiles situés dans les zones côtières, endommagées, provoquant des marées noires et des fluides toxiques, mais aussi une exposition des communautés à la pollution de l'air et de l'eau, entraînant des problèmes respiratoires et d'autres problèmes de Donc il y a un double problème. D'une manière, d'un côté, elles produisent l'effet et ensuite elles sont affectées à leur tour par le changement climatique et créent encore plus de problèmes. Et une des raisons pour laquelle nous voulions regarder
essayer de comprendre comment les politiques climatiques et sanitaires ont largement été ignorées, et ont largement ignoré les effets néfastes multidimensionnels des combustibles fossiles sur la santé. Et c'est ce que nous cherchons à montrer, qu'ils ont négligé les effets néfastes des combustibles sur la santé, la société et l'écologie. Et donc nous cherchons des solutions, un peu, fantaisiques. Ils ont affaibli les lobbying, ont affaibli les protections environnementales et du travail et a propagé la désinformation, aggravant les risques de la santé. Et donc ils ne cherchent pas vraiment parce qu'on se concentre sur le CO2 et le méthane et donc les politiques, par exemple, le captage de compensation du carbone, ont négligé les effets néfastes, hein. Et donc le rapport montre que nous devons comprendre les injustices historiques, protéger les droits humains, les droits des peuples originaires et assurer un droit à la santé. Et les communautés qui sont affectées avec des impacts à long terme doivent aussi avoir des solutions à long terme. Et il faut qu'il y ait des solutions qui soient holistiques dans la nature, qui inclusent leur santé pour faire face à tous ces problèmes. Et cette évidence présentée dans ce rapport recadre cette conversation pour s'assurer que les processus et les responsabilités doivent donner. Prochaine diapo. Là, c'est juste un exemple différent, genre de témoignages que nous avons obtenus. Nous avons des communautés de première ligne, des médecins, des infirmiers, d'agents de santé communautaires, différents pays, Inde, Afrique du Sud, Chili, Indonésie, États-Unis, Royaume-Uni, Mozambique, Australie et Malaisie ont présenté leur expérience comme résidents autour de zones de production ou aussi comme professionnels de la santé qui servent dans ces communautés et qui ont donné partagé leur propre expérience sur les résultats qu'ils voient. Prochaine diapo. Et avec toute cette information, nous avons pu développer quelles seraient les recommandations, quel serait le chemin en avant, les pas en avant, et nous avons fait différentes suggestions en 4 catégories. Les plus urgentes et immédiates, c'est d'arrêter l'expansion des espaces existants ou les nouvelles explorations ou développements. Et ensuite, nous avons vu, comme nous regardons aussi les finances, c'est important de comprendre que les subventions directes ou indirectes doivent être supprimées et dirigées vers l'investissement dans la santé et dans le développement des. Et nous devons aussi mettre fin au financement des énergies fossiles et aligner les institutions mondiales sur les objectifs climatiques. Le troisième aspect, ce sont les recommandations pour la responsabilité et le nettoyage des zones contaminées. Et comme cette pollution est vraiment très importante, la recommandations devient essentielle, c'est de nettoyer les productions actuelles de combustibles fossiles, mais aussi faire payer les pollueurs, principalement le principe du pollueur-payeur, et, et aussi réglementer et lutter contre la publicité et la désinformation relative aux combustibles fossiles. Il faut vraiment réglementer ceci. Et finalement, le quatrième aspect des recommandations, c'est le besoin d'avoir plus de, de changements qui est lié, qui est conduite par les communautés pour lancer des recherches et des actions communautaires dans le domaine de la santé. Et en particulier pour le secteur de la santé, c'est vraiment important pour que eux puissent guider ce changement et faire comprendre le genre de situation qu'ils doivent se préparer pour l'économie locale et comment est-ce qu'ils peuvent donner les soins nécessaires et comment les communautés peuvent être leaders et faire face à tous ces problèmes liés à la santé due au combustible. Oui, merci beaucoup. Et donc, avec la COP 30 qui arrive dans quelques mois à Belém, au Brésil,
nous avons une opportunité très claire pour avancer les actions qui puissent faire face aux problèmes qui existent aujourd'hui. La première est pour les pays qui participent dans la COP et les négociateurs à la table pour avoir des buts très clairs. Et je crois qu'on a perdu. Nous devons assurer et nous assurer avoir des mesures très claires et avoir des objectifs très clairs et s'engager complètement euh, accès à ces énergies prunes qui soient accessibles et à un prix raisonnable pour tous. Nous savons que beaucoup de communautés n'ont pas accès à l'énergie qu'ils ont besoin et l'accès à l'énergie doit augmenter, mais être fait avec de l'énergie propre. Additionnellement, nous avons une grande concentration sur le programme de transition adéquate pour pendant la COP. Lors de la COP 30, les pays adopteront les principes du programme de travail pour une transition juste. Et nous devons nous assurer aussi que ces principes aillent au-delà simplement un travail, d'un travail vers un autre. Les travailleurs qui travaillent dans le monde des combustibles des combustibles fossiles verts et d'assurer aussi et, et d'inclure aussi les familles et l'impact qu'ils ont essayé pour l'exposition qu'ils ont eue et les soins qu'ils vont avoir besoin pour le futur. Et finalement, nous avons vu aussi, depuis l'accord de Paris, nous avons vu des lobbyistes qui sont de plus en plus présents dans les COP, même qui font partie des délégations et très souvent dans la présidence même de la COP, des gens de l'industrie, des acteurs ou des leaders de l'industrie. Et ça doit s'arrêter. Les lobbyistes des énergies fossiles et les représentants de l'industrie représentent un conflit d'intérêts évident et nous devons développer les politiques que nous avons besoin pour sortir de ces énergies fossiles. Et une partie de ce travail, avoir un travail qui doit assurer que les communications qui représentent la COP ne soient pas des communications faites par des entreprises de communication qui représentent les, les entreprises qui représentent les énergies fossiles. Et donc rapport, nous allons le bloquer jusqu'au septembre, le 16 septembre. Nous aurons un lancement et nous attendons beaucoup de cet événement. Nous avons beaucoup de speakers très notables qui vont nous parler sur l'impact et sur les applications de ce rapport. Nous espérons que vous pourrez joindre à nous et respecter cet embargo de ne pas partager et de ne pas écrire ce jusqu'au 16, de garder cette information pour vous pour l'instant. Et donc, après cette conférence de presse, autant moi-même et Shweta et Zenda, nous qui sommes Jenny, Shweta et moi qui sommes euh, nous pouvons avoir des réunions avec vous et vous pouvez contacter Dave pour avoir plus d'informations. Et avec ceci, je voudrais maintenant ouvrir la session pour des questions. Vous pouvez soit les poster dans le Q&A. Nous avons aussi des questions qui apparaissent dans le chat et donc je vais prendre quelques-unes de ces questions. Et l'information sera présente dans la conférence de presse. Et il y avait la question si ça couvre seulement les États-Unis ou le monde entier. Et ça a été répondu, mais je vais le répondre aussi que ce rapport cherche à voir les problèmes mondiaux. Et lorsque vous regardez mondialement, l'échelle et l'impact est simplement surprenant
et demande une réponse urgente et immédiate. Donc, en regardant quelques-unes des questions dans le Q&A, peut-être je vais demander à Jen, est-ce que l'absence de nouvelles données diminue-t-elle l'efficacité d'un rapport aussi global et exhaustif? Donc, plusieurs peuvent répondre. Donc, est-ce que l'absence de nouvelles données diminue-t-elle l'efficacité d'un rapport aussi global et exhaustif? Jem, est-ce que tu veux essayer de répondre à ceci et peut-être après on demandera à d'autres? Je ne crois pas que ce soit le cas parce que je crois que les études individuelles où nous écoutons un désastre, je crois que ceci a l'air d'être un problème local mais si vous amenez toutes ces informations et vous écoutez toutes ces histoires d'enfants et des familles et des communautés qui sont impactées et vous pouvez voir que c'est aligné avec les recherches sur la santé, pour moi, ça montre vraiment que toutes ces informations ensemble sont pour une fois ensemble dans un rapport. Parce que nous écoutons ces histoires tout le temps, mais de les voir dans un seul document, je crois que c'est vraiment très puissant et c'est le début de mise à échelle de tout le problème. Et juste pour rajouter à ce que Jen a mentionné, je voudrais aussi mentionner que les données en soi, il y a peu d'informations. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais parce à cause de l'influence des industries et parce que parfois il y a un intérêt à ne pas montrer ces données. Ça ne veut pas dire qu'il y a une absence de problème. Et seulement en regardant l'expérience, par exemple du Nigeria, le fait que une des études les plus récentes qui montre à la présence de produits textiles qui affectent le sang et le corps sur les femmes qui, tout au long du Niger et les études qui étaient faites là montrent qu'il y a une présence dans tout. C'est très restant, mais c'est juste un exemple de le genre de prévalence de problèmes que nous voyons. Et c'est pourquoi, dans ce rapport, ce que nous avons fait, c'est que nous avons regardé les données existantes, mais les, lorsqu'il n'y a pas assez de données, nous regardons les témoignages, et nous voyons l'impact dans les familles, dans les communautés. Et comme Jen l'a mentionné, une fois que vous prenez ensemble et accumulez tous ces données, vous commencez à regarder autour du monde ce qui se passe, vous voyez l'énormité du défi face à nous que nous faisons face. Merci beaucoup aux deux. Prochaine question. Vous avez appelé à l'interdiction des publicités pour les combustibles fossiles et l'exclusion de représentants de ce secteur de corps pour la conférence de climat. Est-ce que c'est la première fois que vous lancez un tel appel en tant que collectif? Les recommandations à la fin de ce rapport, les recommandations, les conclusions principales, et ainsi d'autres demandes que nous faisons ne sont pas nouveaux. Et c'est là un peu des choses qui nous choquent le plus, c'est que nous savons depuis longtemps que nous devons prendre ces pas, mais une partie des raisons pour lesquelles nous avons développé ce rapport, c'est que c'était clair pour nous que la largeur et la taille de l'impact des combustibles fossiles n'étaient pas en train de faire le changement de ce que nous voulions voir fait. Et en particulier parce que la conversation continue à se limiter vers les émissions de CO2, dans les cas des COP, parlons des émissions de CO2 et le changement climatique. Et très souvent, comme une communauté de santé, nous parlons trop souvent des co-bénéfices de prendre des actions climatiques, mais pas en parlant de ces co-bénéfices. Ce que nous avons fait ici, c'est regarder quels sont vraiment les défis et les dommages créés parce que éliminer ces préjudices, euh, et nous n'avions pas avant mentionné ceci suffisamment clairement. Et avec ce rapport, nous voulons mettre ensemble toute cette évidence sur les dommages créés, tout dans un seul document pour que les gens puissent vraiment comprendre la significance de ce problème. Donc, prenons peut-être la prochaine question.
Comment, comment est-ce que ça affecte au niveau du sud global, Jen? Oh, il y a une grande brèche de données. En particulier, il y a des grands. Nous savons que les recherches, les dollars de recherche, donc ça existe d'une manière large, mais sans l'exagérer ici, parce que nous savons, comme le delta du Niger et l'Équateur ont vu des extractions de fossiles fuel, nous avons écouté des histoires où la santé est affectée clairement, mais les études ne sont pas présentes. Et je crois que ça fait en partie, c'est peut-être à voir avec comment le financement de ces études sont faits et aussi que c'est pas très facile ni très sûr de faire ces études dans ces zones où nous savons qu'il y a des zones de production de combustible, dans des zones qui sont contrôlées par des forces genre militaires ou paramilitaires, et c'est dur de parler avec les communautés sur comment leur santé est impactée, c'est dur d'être un chercheur dans ces zones. Donc, il y a beaucoup de raisons où nous ne voyons pas nécessairement ces données dans ces lieux dans le sud global. Mais vu ce que nous voyons dans le nord global, je suis sûr que le sud global est aussi affecté par des produits chimiques et toxiques. Et les données ne sont pas là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça veut dire simplement qu'on n'a pas accès à ces informations. Chouette. Ouais, peut-être pour ajouter ce que Jen a mentionné, dans le sud global, les acteurs qui s'inquiètent ou qui commence à chercher les mitigations sur l'impact est beaucoup moindre et dû à l'empauvrissement. Les gens ne rapportent pas ces problèmes jusqu'à ce qu'il y ait un problème Et donc les conditions sociopolitiques sont beaucoup plus limitées et ça rajoute sur l'effet de ne pas avoir de données. Et peut-être aussi par rapport aux commentaires antérieurs sur c'est la première fois d'avoir un appel, d'avoir un, comme Jenny et Jen ont mentionné, nous voyons une grande évidence qui appuie cet appel. Ce n'est pas seulement une vision des cas sociaux, sinon que nous avons aussi des cas euh, médical qui nous dit pourquoi nous devons faire cet appel à arrêter cette influence des lobbyistes et quelque chose qui affecte la perception de la société. Merci beaucoup, Shweta. Merci, Jen. Il y a une question. Comment vous tirez parti des 46 millions de travailleurs en santé que vous dites représenter? Et je vais faire un petit commentaire et ensuite voir si Shweta ou Jen veulent rajouter quelque chose. La communauté de la santé, les travailleurs de la santé sont de plus en plus vocales. Pendant la COP 28, il y avait une lettre des organisations leaders dans différents lieux du monde entier qui vraiment souligne que les combustibles fossiles doivent être éliminés dû à l'impact et que les communautés se joignent et appuient la non-prolifération des combustibles fuel et, l'Organisation mondiale de la santé a aussi appuyé cet appel et les communautés de la santé a vraiment appuyé et souligné l'importance de faire un appel aux entreprises de combustibles fossiles et en même temps, même ceux qui travaillent dans le secteur de la santé, nous sommes toujours en train d'apprendre l'échelle de ce problème. Et pendant que nous développions ce projet, nous avons encore appris beaucoup plus sur
les impacts existants et les communautés qui sont affectées, vraiment l'échelle des problèmes et la toxicité des polluants qui viennent de l'industrie combustible et que ça se fasse dans tous les lieux de... Et donc pour la communauté peut apprendre énormément de choses, hein, de tout ceci. Et une partie du rapport est de s'assurer que ce soit basé sur l'évidence et que ce soit accessible aux communautés de la santé pour appuyer ces efforts d'une manière adéquate. Jen ou Shweta, vous voulez rajouter quelque chose? Juste peut-être un point. Dans la liste d'actions qui est déjà en train de faire, je crois que la plus récente, hein, plus de 75 organisations de la santé ont cherché à développer des communications euh, ou essayer de vraiment surpasser toutes ces institutions de relations publiques qui appuient les lobbyistes et essayer de combattre la désinformation qui existe. Et comme Jenny, tu viens de mentionner, il y a beaucoup à apprendre et nous devons à construire à partir de ce rapport pour que la communauté puisse apprendre et être stratégique dans ce développement. Et ça détruit aussi la campagne d'influence pour la communauté de la santé qui est assez nouveau. Nous avons lancé cette campagne en mai de cette année et ça gagne un certain momentum. Et les organisations de la santé sont en train de voir que le travail avec des agences qui appuient l'industrie euh, de combustibles fossiles et la promotion de ces combustibles est vraiment incompatible avec leur mission comme organisation de la santé. Il y a une question ici aussi de Daniel au Brésil. Le président est en train d'inviter les, euh, les entreprises au Brésil. Je crois qu'avec l'évidence que nous avons, ce serait important de voir à l'échelle une des recommandations clés qui est la responsabilité. Lorsque nous parlons de transition, est-ce que ça va être simplement, ça veut dire que les gens qui sont responsables du problème sont responsables pour le nettoyage de la pollution, mais aussi pour le dommage qu'ils ont fait. Et ça, c'est vraiment clé. N'importe quelle conversation qui n'inclut pas la justice pour... je crois que ce n'est pas une transition qui soit juste... donc nous devons vraiment faire attention à toutes les parties prenantes qui affectent pas seulement les producteurs. Je ne vois pas. Ah, désolé, encore une autre question. Vous avez montré le problème. Il n'y a pas de données disponibles pour appuyer. Donc, est-ce que vous avez une solution pour les industries qui vont remplacer les combustibles fossiles? Selon vous, combien de temps fera-t-il pour changer la situation? Je suis pas super sûr d'en comprendre 100% la question. Je vais peut-être laisser la parole à Shweta aussi. Une solution pour remplacement de combustibles fossiles. Ce que nous voyons, c'est que le prix du solaire est en train de chuter. La capacité technique pour fournir l'énergie et de l'énergie durable augmente très rapidement. Il y a d'autres énergies renouvelables, une augmentation qui affecte les prix en diminution. Et donc, l'accès, l'accès est plus résilient dans les zones où où l'électricité peut être un peu complexe. La transition vers des petits réseaux de panneaux solaires est vraiment une solution très résiliente
Un des problèmes que nous avons en ce moment, c'est qu'en ce moment, l'industrie des combustibles fossiles sont en train de faire une subvention de 1300 milliards de dollars par an pour obtenir de l'énergie fossile et avoir accès à cette énergie au lieu d'obtenir chercher ça. Et ces fonds, s'ils sont redirigés vers le développement d'énergie propre, va être vraiment quelque chose de transformationnel. Et donc, je crois que le potentiel de cette transition est déjà très évident. Le problème en ce moment, Shweta, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ça? Oui, je voulais juste aussi peut-être euh, les industries de combustibles existent depuis 200 ans et nous avons toujours la pauvreté énergétique encore. Et beaucoup de gens n'ont pas accès à de l'énergie qui soit accessible à certains points. Et ce que ce rapport souligne clairement, c'est que les combustibles fossiles ne sont pas une solution. Les communautés les gens vivent près des industries de gaz, en plus de pauvreté énergétique et de crise par rapport à la pollution et leur santé. Et on le peut le voir de mon expérience en Inde, avec des communautés qui vivent juste à côté des, des énergies, ont de grands problèmes énergétiques, et même si c'est généré dans leur jardin, elles sont exportées vers les grandes villes et pas vers eux. Et donc, par rapport à ce que Jenny a mentionné, les énergies renouvelables sont en ce moment les moins chères et les plus accessibles. Elles peuvent être déployées d'une manière décentralisée et peuvent fournir de l'énergie qui est nécessaire pour le soin de la santé et le développement de la communauté. Et que lorsque les options sont là, présentes, qui sont moins chères, plus propres et qui fournissent de l'énergie, pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser des combustibles fossiles? Diane, tu voulais aussi rajouter quelque chose? 2.1, c'est une anecdote d'un collègue d'MSF qui a parlé qu'au Nigeria, l'équipe de Nigeria ont trouvé très utile d'utiliser l'énergie solaire. Ils n'avaient pas besoin d'obtenir du fuel dans leur générateur qui est beaucoup plus sûr. Et c'est les gens au Sierra Leone aussi qui ont mentionné d'avoir le solaire, quelque chose de beaucoup plus sûr. Et en plus, ce n'est pas contaminant. Et par rapport à la transition, et nous ne devrons pas continuer à construire d'énergie basée sur le charbon. Ça affecte toute la communauté autour de cette usine énergétique charbon, des problèmes respiratoires très graves et le cancer. Donc une question est s'éloigner des usines qui existent, mais nous devons complètement arrêter un mouvement très facile si nous mettons de nouveaux projets énergétiques, il n'y a pas de raison d'aller de nouveau vers ces usines. Je peux te dire quelque chose? Oui, je voulais peut-être simplement, je répète, mais Jen a déjà mentionné, mais là, vous voyez le danger toxique. Rappelez-vous que ces dangers reste dans l'environnement pendant des décennies et nous avons, il n'y a pas seulement un dommage immédiat, nous parlons de générations affectées par ces produits chimiques. Donc, autant de l'échelle de temps, c'est vraiment très important de voir, encore une fois, avec les infrastructures de combustible, même s'ils ferment leur usine, s'il n'y a pas un nettoyage complet, tout ceci va continuer, avoir la capacité de continuer à affecter pendant des décennies et donc d'affecter des coûts de santé et des besoins de santé. Et donc tout ceci est un coût. Et donc par rapport aux solutions, nous devons regarder le spectrum de comment nous allons développer ces solutions. Et tous les chemins nous amènent vers de l'énergie renouvelable et infrastructures pour assurer le bien-être de tous.
Pour clarifier ma question, est-ce qu'il y a des recherches qui disent qu'il n'y a pas d'impact sur la santé? Donc, comment on dit que l'énergie est l'énergie propre? Ici, des recherches qui indiquent qu'elle n'a pas d'impact négatif sur la santé des personnes ou l'environnement. Et lorsque nous développons Eshwata et Jen, vous avez des points à faire sur ce point-là, je suis sûr. L'histoire des minéraux critiques, essentiels. Toi, tu veux commencer? Après, Jen, tu veux faire un commentaire aussi? Encore une fois, je ne crois pas l'énergie propre, ce n'est pas juste par elle-même. Ce que nous avons développé dans le rapport, la conduite des industries de combustibles fossiles ont un modèle qui amène vers la justice. Et si ce même modèle est répliqué pour l'énergie propre, dans la situation d'énergie propre, nous n'aurons pas de justice. Et donc, ce que nous avons vraiment besoin de faire, de regarder à travers ce rapport, c'est que toute la mentalité qui a été développée pour les combustibles fossiles, nous ne devons pas le répliquer pour ces injustices. Ça veut dire que les gens soient d'accord, la responsabilité, protéger les peuples originaires et les droits et le consentiment. Et donc, tout ceci vont définir que l'énergie propre soit vraiment bonne pour la santé. Si nous continuons à répéter ces mêmes conduites antérieures, nous n'aurons pas la justice que nous cherchons. Et donc ça, c'est le message essentiel lorsque nous regardons ce rapport. Nous avons établi un cadre et nous avons établi le cadre que nous ne voulons pas répliquer encore une fois. Et Jen, en regardant les évidences, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à au, euh, au- aux minerais essentiels nécessaires? Est-ce que nous pouvons le faire d'une manière qui protège les travailleurs? Ouais, j'ai parlé spécifiquement à la protection de la santé dans l'extraction de minerais, mais nous avons écouté qu'il y a certains endroits dans le monde où, où la mine et les mineurs de matériaux critiques sont étaient affectés à la santé. Et donc, nous devons donc faire ceci pour ne pas contaminer et protège la santé des travailleurs et des personnes autour. Je crois qu'avec la technologie que nous avons aujourd'hui, que ces minéraux que nous avons besoin pour le futur énergétique peuvent être extraites d'une manière qui ne puisse affecter ni l'environnement, ni la santé des gens. Et nous, comme un collectif, nous devons tous voir et chercher, protéger les communautés et les travailleurs. Et je ne crois pas que la réponse est de dire les combustibles fossiles sont mauvais et donc, les éléments critiques sont mauvais aussi. Et donc, revenons au combustible fossile. Sinon, comment est-ce que nous pouvons faire produire de l'énergie renouvelable d'une manière qui ne cause pas des problèmes ni à la santé ni à l'environnement? Et l'échelle des dommages causés par les combustibles fossiles nous oblige à prendre, à être responsables lorsque nous faisons cette action. Il y a une nouvelle question. Lu. Donc, j'ai lu que l'accès à l'énergie était également lié au niveau de la pauvreté. En effet, pour les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, l'accès aux combustibles fossiles a en quelque sorte amélioré leur qualité de vie à court terme. En 90 en Chine, puis en Inde, si je me souviens bien. Comment expliquez-vous ce paradoxe? J'espère que ma question est claire. Donc, la première partie de la question, c'est que oui, il y avait un moment où les combustibles fossiles étaient une partie importante du développement. Nous ne savions pas à l'époque les coûts que nous avions. Maintenant, nous savons les coûts et nous avons maintenant des alternatives aussi. La pauvreté énergétique est connectée à la pauvreté et les gens ont besoin d'accéder à l'énergie pour pouvoir aller à l'école, pour pouvoir faire leur petit business, pour pouvoir accéder à la santé, tout ce genre de choses pour
une cuisine propre, et donc tout ceci a à voir avec la santé et le bien-être et le développement des gens. Et pour sortir de la pauvreté, on est tout à fait d'accord avec ça. Et durant l'époque des combustibles fossiles, nous n'avons pas d'autre choix de le faire d'une manière propre. Ce que notre rapport montre, c'est que au niveau mondial, nous avons payé un très cher prix pour ce développement. Est-ce que nous savons aussi maintenant, c'est que nous avons de nouvelles alternatives qui peuvent se faire sans avoir ce coût. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter l'une ou l'autre? Je crois comme un exemple, les gens qui cuisinent en utilisant du kérosène ou du charbon pour faire des cuisines sont affectés, ça leur donne de l'asthme ou du cancer et ça diminue la longévité de leur vie. Ils utilisent ceci pour cuisiner, donc, et c'est une injustice très profonde. Et la seule solution que nous pouvons faire, c'est que les gens qui vivent en pauvreté, c'est quelque chose qui est en train de les empoisonner très lentement. Et donc, nous devons nous devons tous travailler, et je crois que c'est possible que nous puissions tous travailler ensemble pour développer ces énergies non polluantes. Très bonne conclusion de Jen. Shweta, ouais. J'étais juste en train de penser à des exemples, mais je crois que l'Inde a une des pires qualités d'air du monde entier, et donc, et ça a un impact direct des combustibles par rapport, si nous commençons à prendre en compte ces coûts, je crois qu'il n'y a aucun doute dans aucune tête que l'énergie. Donc, très bonne pensée des deux. Merci. Nous allons peut-être fermer ici, terminer ici. Pour ceux qui veulent parler plus avec Jen ou Shweta ou moi-même, s'il vous plaît, contactez Jen Walsh, qui, comme l'a mentionné avant, nous enverrons aussi les vidéos de cette présentation. Nous partagerons aussi le rapport qui est pour l'instant en embargo. Rappelez-vous que l'embargo est jusqu'au 16, donc de rien publier. Et nous voulons vous inviter à nouveau pour le lancement mondial de cet événement mondial. Et nous aurons un lien de registration pour tout ceci. Donc, merci beaucoup pour vous joindre à nous. Nous sommes très contents de vous avoir et que vous soyez intéressés par ce sujet, et nous espérons que vous puissiez partager, partager l'histoire de ce sujet. Donc, nous apprécions votre attention et nous espérons pouvoir parler avec tous ceux qui veulent continuer à parler avec nous. Merci beaucoup, et avec ceci, nous allons fermer la session. Merci beaucoup.